Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Questions d'actu, votre émission dédiée aux sujets qui touchent nos sociétés. Aujourd'hui, la résolution 2654 sera au cœur de nos échanges. Pour ceux qui ne le savent pas, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de proroger pour une année le mandat de la MINURSO, une prorogation confirmée à travers l'adoption de la résolution 2654. Cette résolution réaffirme son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 en tant que base sérieuse et crédible à même de mettre fin à ce différend régional. La résolution a été votée ce jeudi 27 octobre par 13 voix pour et 2 abstentions, celles sans surprise de la Russie et du Kenya. Alors quelles sont les répercussions d'un tel vote? Quelle analyse faire du texte adopté? Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Moustapha Sehimi. Bonsoir. Bonsoir. J'ai le plaisir également de m'entretenir avec Zakaria Aboudaha, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir madame. Et enfin Nabil Adil, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomique de l'ESCA. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va commencer tout d'abord par cette résolution qui conforte les acquis réalisés par le Maroc dans ce dossier et en quoi cette résolution s'inscrit-elle dans la continuité de la résolution 2602 votée il y a un an? Je me tourne vers vous, docteur Sehimi. Je puis dire que la nouvelle résolution, la 2654, reprend globalement les principes et les paramètres de la précédente résolution du 29 octobre 2021, la 2602. Il y a un tronc commun, si je puis dire, qui est illustré par un certain nombre d'éléments constitutifs. Le premier élément, c'est d'abord le fait qu'il y a validation de nouveau d'un processus politique qui avait été d'ailleurs défini dans les précédentes résolutions, un processus politique donc en vue de la recherche d'un règlement négocié sur des bases significatives et conséquentes dans le cadre, il faut le rappeler, des fondamentaux du royaume, c'est-à-dire la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait que cette résolution reprend à son compte, en appuyant d'ailleurs à ce sujet, sur les acteurs qui sont parties prenantes précisément dans ce processus, en l'occurrence les 4 parties qui sont définies, identifiées, Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est la nécessité de la relance du processus de négociation. Il faut rappeler qu'il y a eu 2 tables rondes en décembre 2018 et mars 2019 en Suisse. Ces tables rondes devaient se poursuivre, mais il y a eu la démission de l'ancien émissaire personnel secrétaire général de l'ONU, donc hors scolaire, 2 mois après, en mai 2019. Et il avait été prévu d'ailleurs par ce même émissaire onusien une 3e table ronde en juillet 2019. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu les deux années de pandémie Covid, mais c'était secondaire. En tout cas, le processus reprend. Et donc, cette résolution reprend à son compte ce processus-là, le valide et appelle donc à la reprise du processus de négociation. Il y a aussi le fait que c'est un processus de négociation pour faire quoi? Il y a un format, il y a un cadre, il y a des parties prenantes. Pour faire quoi? Pour arriver donc à la finalisation d'une solution politique, une solution qui soit réaliste, pragmatique, durable et donc qui, sur la base d'un compromis, étant entendu que tout cela s'insère dans un cadre de principe, celui de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du royaume. Je crois que c'est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est maintenant de nouveau la plus haute instance onusienne, en l'occurrence le Conseil de sécurité, qui reprend son compte de manière appuyée, qui appelle donc, qui prend son compte ce processus-là. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de plan B hormis ce plan donc, qui a été arrêté par le Conseil de sécurité, et ça méritait d'être dit.
et je crois que c'est une avancée importante dans le processus. En tout cas, le Maroc est associé pleinement à ce processus. Il se félicite de la revalidation des principes et des paramètres définis par le Conseil de sécurité. Aux autres parties, je devrais dire à l'autre partie essentiellement, de prendre ses responsabilités. Alors, à présent, nous allons nous tourner sur ce vote, les résultats de ce vote. La résolution a été adoptée par 13 voix pour et 2 abstentions, celles du Kenya et de la Russie. Quelle lecture faire de ce vote, professeur Abou Dahab? Merci de l'invitation et bienvenue aux convives, aux invités. Effectivement, toujours, nous sommes en train d'apprécier les comportements exprimés par les membres du Conseil de sécurité, d'abord les membres permanents, ensuite les membres non permanents. Alors évidemment, 13 pays qui ont voté pour, c'est déjà un score très honorable, qui exprime un soutien massif apporté au plan marocain d'autonomie et à la démarche du Conseil de sécurité, qui depuis pratiquement 2007, la 1754, la résolution, adopte cette idée selon laquelle il faut absolument que les parties prenantes sortent des sentiers battus, ne s'accrochent plus à des idées qui sont dépassées, qui ne tiennent plus la route et explorer de nouvelles voies pour sortir de l'impasse. Et je crois que le Maroc a été proactif, non seulement réactif, parce qu'il a anticipé, évidemment, il ne parle pas seulement de choses, mais il les exécute sur le terrain. Il faut voir donc le développement entretenu aujourd'hui dans le cadre des provinces du Sud, avec beaucoup de projections régionales, etc. Pour la Russie, on s'y attendait. De toutes les manières, elle n'a pas voté contre, donc elle n'a pas utilisé son droit de veto pour bloquer la résolution. Et déjà, implicitement, on peut dire que l'attitude russe est peut-être adressée aux États-Unis et non pas au Maroc, parce que nous savons bien que les États-Unis sont les principaux rédacteurs, si vous voulez, des textes, en l'occurrence, portant sur le Sahara marocain. Par ailleurs, pour le Kenya, c'est une petite surprise quand même, quand on sait qu'il y a quelques semaines, après l'accession du nouveau président au pouvoir, il y a eu une sorte de tweet dans lequel il a exprimé d'abord son intérêt pour consolider le lien avec le Maroc et en même temps, il avait décidé de fermer toute représentation des séparatistes à Nairobi. Par ailleurs, il y a eu une sorte d'imbroglio, de confusion, parce que peut-être son ministre des Affaires étrangères aurait dit le contraire. Et donc, si vous voulez, le Kenya aujourd'hui est dans cette configuration. Il faudra par la suite un peu clarifier les choses avec ce pays très important, encore une fois pour le Maroc, parce qu'il a des projections par rapport à l'Afrique du Nord, par rapport au Maroc. C'est le passage vers l'Europe, si vous voulez. Mais de toutes les manières, il ne s'agit pas d'un refus de vote, mais plutôt d'une abstention. On pourra donc interpréter l'attitude du Kenya, à mon avis, comme étant un début de changement de paradigme par rapport à la question. Maintenant, il faut donner la chance à la diplomatie bilatérale, bien entendu, Maroc-Kenya, Kenya-Maroc, pour faire son œuvre. Et il faut déjà anticiper sur 2023 et considérer, bon, le Kenya, je ne sais pas si d'ici là, il va être encore au Conseil de sécurité, mais comme je l'ai dit d'entrée de jeu, 13 votes pour, c'est déjà un exploit considérable pour le Maroc. À présent, nous allons nous pencher de plus près au contenu de la résolution 2654. Et le premier point à évoquer est que désormais, le texte souligne l'importance que toutes les parties prenantes et toutes les parties concernées développent leur position afin de faire avancer une solution. Qu'en pensez-vous, docteur Nabil Adil ? Bonsoir. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation. Je voudrais saluer mes étudiants qui seront nombreux à regarder cette émission ce soir, parce que ce matin, ça fait l'objet du cours de géopolitique, cette résolution. Donc, on a étudié ce matin, je suis sûr qu'ils seront nombreux à le regarder. Alors, je voudrais juste rapidement, si vous permettez, commenter le vote du Kenya, si vous le permettez. Bien sûr. Alors, le Kenya n'a pas, le gouvernement du nouveau président vient d'être installé mercredi. Donc, le représentant qui a parlé au nom du Kenya, il est sur l'ancienne équipe, qui est une équipe plutôt anti-Maroc. Donc, cet imbroglio, comme l'a appelé le professeur Abou Dahab, est dû au fait que le nouveau gouvernement vient d'être installé. Et donc, ce sont les reliques de l'ancienne administration qui sont toujours
en train de voter à l'ONU, sachant que ce même représentant, sur la résolution 2602, il avait voté pour. Donc, c'est pour vous dire l'instabilité du vote kényan. Là, il est en train d'envoyer des messages à l'Algérie, mais je pense que dès que le président prendra ses fonctions, compte tenu de ses déclarations et de la solidité des relations qu'il a avec l'ambassadeur du Maroc au Kenya, je pense qu'on va voir un changement se profiler. Alors, pour ce qui est du vote de la Russie, ce qu'il faut noter, c'est que la Russie, et ça, d'après la déclaration de son représentant, c'est absolu parce qu'il y avait une différence, et je note bien le terme qui est très important, sur le wording de la résolution. Donc, globalement, ils sont d'accord, mais juste quelques éléments de forme, comme ça a été précisé tout à l'heure, parce que il y a les États-Unis qui sont les penholders, et donc il y a toujours cette tension entre la Russie et les États-Unis sur ce vote. Mais quand on voit la déclaration de la Russie à la suite du vote, il parle bien d'une divergence sur le vote. Maintenant, pour répondre spécifiquement à votre question, aujourd'hui, c'est une victoire pour le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc a toujours dit, moi, je veux m'asseoir autour des tables de négociation avec les véritables parties prenantes à ce conflit. Et aujourd'hui, le monde entier sait que l'Algérie est une partie prenante à ce conflit. D'ailleurs, on a vu la passe d'armes entre l'ambassadeur Omar Hilal et le journaliste de Sky News. Il lui a rappelé ces vérités, qu'effectivement, l'Algérie est la principale partie prenante. C'est elle qui arme, c'est elle qui abrite, c'est elle qui dédie toute sa diplomatie à cette affaire de Sahara marocain. Quand on prend par exemple la position de la Mauritanie, qui elle reconnaît les séparatistes, mais elle a une attitude plus positive. Elle laisse un processus onusien prendre forme, sachant qu'elle était beaucoup plus impliquée dans l'histoire du Sahara que l'Algérie, mais aujourd'hui elle a une attitude plutôt positive. Aujourd'hui, tant que les 4 parties prenantes ne s'assoient pas autour d'une table et discutent et font avancer le processus, la situation restera au blocage. Alors aujourd'hui, je ne vois pas par quel mécanisme on pourrait contraindre l'Algérie et le Polisario, qui a déjà rejeté le texte et qu'il a dit qu'il sortait de l'opération de paix et qu'il reprenait les armes. Donc, je ne sais pas par quel mécanisme on va les ramener à ces tables rondes qui étaient instaurées il y a quelques années. Mais aujourd'hui, nous acheminons vers une situation de blocage où l'Algérie dit « je ne suis pas concerné », où le Polisario dit « moi, je ne participe pas et je reprends les armes ». Le Maroc salue l'initiative de l'ONU. Donc, à aujourd'hui, la situation semble être compliquée puisqu'on n'arrive même pas à réunir les parties concernées autour d'une table pour discuter. Et donc, la mission, ça s'annonce un peu compliqué, mais je pense que les victoires engagées par le Maroc sur le terrain à travers l'augmentation du nombre de pays qui reconnaissent la solidité de la proposition marocaine fera changer les cartes sur le terrain. Alors, à présent, nous allons nous tourner sur, justement, vous l'avez évoqué, l'importance des tables rondes. Et l'initiative avait été déjà lancée en 2018 et en 2019 par l'ancien envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Nous allons à présent rappeler à Dr Sehimi, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a changé depuis les tables rondes qui se sont tenues en 2018 et en 2019 et pourquoi ce processus n'a-t-il pas eu lieu les années suivantes? Docteur Sehimi. Je voudrais d'abord, merci. Je voudrais d'abord faire une observation sur le vote, que c'est ce qui a été évoqué par mes collègues, sur le vote du Conseil de sécurité, 13 pour la résolution, 2 abstentions, dont la Fédération de Russie et l'autre le Kenya. La Fédération de Russie, c'est depuis 4 ans qu'elle se prononce sur la base de l'abstention. Et ça a commencé quand? Ça a commencé quand il y a eu un problème entre Moscou et Washington, vous le savez, notamment pour ce qui est de la reconnaissance par l'administration américaine Trump de la marocanité des provinces sahariennes, où Moscou avait pris position en disant que ce n'était pas conforme au droit international. Donc c'était beaucoup plus une réaction contre la position de l'administration américaine que contre le Maroc, mais le Maroc c'était une suite. Et donc la Russie est restée sur cette position-là. C'est d'ailleurs la 4e fois qu'il y a un vote d'abstention.
Pourquoi elle est restée dans cette position? Parce que c'est une situation de confort, j'allais dire, pour la Russie. Il y a les relations privilégiées entre Moscou et Alger. Il y a les contrats militaires qui sont de l'ordre de 9 milliards de dollars par an. Et donc, c'est un élément important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour ce qui est du Kenya, c'est lié effectivement à la situation intérieure qu'il y a au Kenya. Il y a eu les élections présidentielles, vous savez, le 5 août dernier. C'est le président William Ruto qui a été élu, avec une très courte majorité d'ailleurs, contre un candidat de la coalition d'opposition Odinga. Et il y a eu ce cafouillage dont on a parlé, sur lequel je ne reviens pas, entre un premier tweet du président Ruto pour la marocanité du Sahara, invalidé ensuite, des problèmes internes, tout ça, etc. Donc sur ce plan-là, pour dire ceci, qui va se souvenir dans 1 an, 2 ans ou 3 de l'abstention du Kenya, ou même de la Russie? Qu'est-ce qui va rester? Ce qui reste aujourd'hui, c'est qu'une résolution, la 2654, a été votée par la plus haute instance des Nations Unies, en l'occurrence le Conseil de sécurité. Donc je crois que c'est important. Il ne faut pas surdimensionner ces 2 votes d'abstention. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura 2 processus parallèles, me semble-t-il, qui vont se développer. Il y a un premier processus qui est un processus onusien, dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité, la précédente ou celle-ci, c'est-à-dire un processus avec un format, on l'a dit, une identification des partis, un mandat donné à l'émissaire personnel et la recherche d'une solution réaliste, pragmatique, sur la base d'un compromis. Je le répète toujours, avec la prééminence consacrée continuellement depuis 2007 par le Conseil de sécurité, la prééminence de la proposition marocaine d'un plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Pour ce qui est du mandat maintenant de l'émissaire, donc Staffan de Mistura, qui a commencé ses fonctions officiellement le 1er novembre dernier, il a quelque chose sur la table. Il va pas innover. Il ne va pas innover, il ne va pas sortir un plan B ou C en disant tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant doit être revu et corrigé. Il a un mandat qui lui est confié par le Conseil de sécurité, qui a été réitéré. C'est quoi? C'est essayer d'activer ce processus. Je voudrais préciser pour le mandat de cet émissaire personnel, ce n'est pas un médiateur. Ce n'est pas un médiateur, c'est un facilitateur. C'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il est là pour faciliter les contacts donc entre les différentes parties, et c'est un mandat différent d'autres émissaires personnels qu'on a connus il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Je pense notamment à l'ancien secrétaire d'État américain James Baker, qui lui était sorti de ce strict mandat de facilitateur pour venir comme médiateur avec un plan, on se souvient du plan Baker 1, plan Baker 2, etc. Là, les choses sont claires, donc le facilitateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer les conditions d'une reprise du dialogue. Sur quoi? Sur la base des acquis. Ça a été dit et dans le rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rapport du 16 octobre, et dans la présente résolution, la 2654, il y a des acquis. C'est les acquis donc réalisés par les précédents émissaires personnels, et en particulier, le dernier, on ne va pas prendre les plans de 2000, 2010, 2005, etc. On va prendre ce qui est validé, qui est actualisé, en l'occurrence ce qui est proposé dans la résolution de l'année dernière, et donc c'est sur ce plan-là que les choses vont avancer. Alors, quelles sont les évolutions possibles? Sur le papier, il y en a 2. Il y a d'abord le processus donc de cet émissaire personnel, Staffan de Mistura, qui va refaire probablement une prochaine tournée, reprendre langue donc avec les partis, principalement avec l'Algérie, et essayer de fixer un agenda correspondant à une 3e table ronde. Ça, c'est la partie onusienne, si je puis dire. Il y a une autre dynamique, une autre politique, c'est que le Maroc n'attend pas.
Le Maroc n'attend pas le moindre début de commencement d'avancée de ce processus onusien. Le Maroc est engagé depuis des années dans une autre dynamique qui est porteuse, qui est mobilisatrice, attestée par le fait que plus de 90 pays reconnaissent l'autonomie marocaine et sa prééminence. 83%, comme ça a été dit d'ailleurs par notre ambassadeur à New York, 83% d'entre eux sont favorables et soutiennent le Maroc. Il y a également une majorité de plus des 2/3 au sein de l'Union africaine. Et puis, il y a le travail sur le terrain, c'est-à-dire l'implémentation territoriale de cette action diplomatique, attestée par quoi? Attestée par une trentaine de consulats généraux à Dakhla et à l'Ayoun, 18 à Dakhla et 12 à l'Ayoun, avec 23 pays africains et d'autres d'Amérique latine, arabe, etc. Donc il y a deux processus qui m'arrêtent de distinguer. Un processus onusien qu'appuie le Maroc, évidemment, et donc, il faut souhaiter bon vent à ce processus. Mais à côté de ça, il y a un autre processus marocain, une dynamique nouvelle avec des avancées qui sont engrangées. Et plus encore, il y a une dynamique de la dynamique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, il y a une reconnaissance qui s'élargit et qui porte ses fruits et qui donc ruisselle partout sous diverses latitudes. Il y aura encore d'autres appuis, vous allez voir, d'autres consulats généraux à l'Ayoun, à Dakhla, d'autres reconnaissances. Et puis l'état des lieux est tel que finalement le Maroc ne peut que se satisfaire de ces avancées. Alors vous avez évoqué un point essentiel, celui de l'importance du rôle de Staffan de Mistura, l'importance que tous les partis concernés reviennent au processus de table ronde, et là un point fondamental qui donne l'espace nécessaire à Staffan de Mistura de faire avancer le processus politique et justement de revenir aux négociations dans les tables rondes. Professeur Zakaria Boudaheb, qu'est-ce qui a changé depuis les derniers pourparlers, ceux de 2018 et 2019, et les prochaines peut-être tables rondes à venir? Il y a, si vous voulez, deux éléments essentiels. Le premier, c'est d'abord changement d'attitude de plusieurs pays, dont des puissances et la puissance globale, les États-Unis, à savoir cette reconnaissance de la pleine souveraineté du Maroc au niveau de son Sahara. Par ailleurs, beaucoup de pays européens. Il faut dire que non seulement l'Espagne ou l'Allemagne, mais il y a aussi les Pays-Bas, il y a aussi la Belgique, il y a d'autres pays, peut-être la Serbie, et ainsi de suite. Cela est le premier élément qui a beaucoup gêné d'abord l'Algérie et ensuite ses affidés, les séparatistes. Par ailleurs, sur le terrain, une évolution un peu inquiétante dans le sens où les milices polisariennes avaient agi de façon illégale, obstrué le passage de Guerguerat, si ce n'était avec la vigilance, évidemment, des forces armées royales qui ont donc libéré le passage. Et par la suite, donc, il y a eu, si vous voulez, échange de tirs ça et là, mais ils sont un peu, on va dire, minimes, ad minima. On sait très bien que les séparatistes gonflent un peu les choses. Et là, il faut rappeler que M. Hilal, je pense hier, après le vote de la résolution 2654, avait donc mis en garde les milices du Polisario de toute utilisation des drones iraniens. Ça, c'est très important. Il y aurait un tweet de Bentosh Brahim Ghali, le chef des séparatistes, selon lequel il examine la possibilité d'aller dans ce sens. Moi, je dirais qu'il s'agirait d'un suicide et tout simplement, ça va non seulement incriminer le Polisario, mais en même temps augmenter, si vous voulez, la pression sur l'Algérie pour, au final, libérer le territoire, donc Tindouf, et permettre aux populations d'être rapatriées et rejoindre la mère patrie. Si vous voulez, donc des évolutions plurielles. On peut prendre en considération aussi au niveau global toute la question des conséquences de la pandémie de la Covid, parce que ça a été dit au moins directement en ce qui concerne la situation humanitaire dans les camps de Tindouf. Évidemment, l'insécurité alimentaire avec, on le sait, l'impact aggravant du conflit armé en Ukraine, et ainsi de suite. Mais sur le terrain aussi, le Maroc a avancé. Si vous voulez, il n'a pas baissé les bras. Il est toujours resté aux aguets. Sur le plan continental, il y a des avancées significatives en Amérique latine, dans le monde arabe, et ainsi de suite. Et il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait peut-être, probablement, quelques réactions ça et là lors du prochain sommet de la Ligue arabe, le 1er et 2 novembre. Mais on sait très bien qu'il y a, si vous voulez, un bloc extrêmement important, constitué notamment par les pays
du Golfe, mais aussi la Jordanie, l'Égypte, etc., qui apportent un soutien critique au Maroc. Et là, on peut dire, peut-être si on a le temps d'y revenir, qu'il faudra un peu inventer de nouveaux procédés et mécanismes pour faire plus de pression sur l'Algérie et sur le Polisario afin d'aller de l'avant et sortir des sentiers battus. Alors, vous avez évoqué, bien évidemment, encore une fois, une approche constructive. Le mandat de la MINURSO qui est désormais renouvelé pour 1 an, le rapport du secrétaire général de l'ONU révèle que, justement, le front du Polisario doit lever toutes les restrictions de déplacement imposées à la MINURSO. Ces restrictions ont même ont entravé le travail de la MINURSO, sa capacité à agir, sa capacité à se déplacer. Que pensez-vous, justement, est-ce que de telles restrictions ne révèlent-elles pas tout simplement une approche contre-productive? Et je me retourne bien évidemment vers Nabil Adil. Oui, merci pour cette question. Alors, aujourd'hui, le Polisario joue avec le feu. Okay. Et je pense que l'ambassadeur Hilal a été très clair et très ferme et a raison. Aujourd'hui, le Maroc, après la libération de Belgrade, s'est dit qu'il maintient, qu'il respecte le cessez-le-feu. Ce que l'autre partie n'a pas fait et on est sorti. Et même hier, je pense que par la voix du porte-parole du Polisario, il a été nous continuons à porter les armes. Ça veut dire que c'est un défi à la communauté internationale et aux résolutions du Conseil de sécurité. Bon, les éminents professeurs de droit le développeront mieux que moi, mais moi, je fais une lecture géopolitique. Aujourd'hui, c'est une situation qui n'aboutira nulle part tant qu'il n'y a pas un élément de force utilisé. Parce qu'on peut rester sur cette mécanique. Chaque année, la mission de la MINURSO est prolongée. Le Conseil de sécurité ne veut pas imposer une solution. Il ne veut pas encore imposer une solution parce qu'il parle d'un compromis, d'une solution consensuelle. Face au blocage, à la mauvaise foi d'autres parties, il ne risque pas d'y avoir de solution consensuelle. Et donc, je pense que hier, le fait que l'ambassadeur Omar Hilal a mis en garde contre toute utilisation de drones qui risquerait d'avoir des conséquences néfastes sur la région, le Maroc, contrairement au Polisario, n'envoie pas 10 000 communiqués. Il met en garde et il agit. Il l'a montré à Galgarat. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'élément le plus important de ces 40 dernières 8 heures, c'est de dire attention, l'option de recours à la contrainte est toujours sur la table. Et donc, il ne faut pas que le Polisario s'amuse à ramener l'agenda iranien dans la région. À partir du moment où nous avons un bras de l'Iran sur la région, tel que le Hezbollah au Liban, et on a vu tous les ravages qu'il a fait au Moyen-Orient, tel que les Houthis au Yémen, il est hors de question que le Polisario commence à jouer dans cette zone. Et donc, à raison, il a mis en garde, et c'est un élément qui est très important, et il met la communauté internationale à témoin que le Maroc respecte l'accord de cessez-le-feu de 1991, c'est le Polisario qui ne le respecte pas, et que si le Polisario s'amuse à utiliser l'agenda d'un pays étranger dans la région, le Maroc ne restera pas les bras croisés, et il prendra les mesures nécessaires et que chacun assume ses responsabilités. Donc le message était clair. Le Maroc, comme ça a été rappelé par mes collègues, continue de développer la région. Il est dans son territoire avec une reconnaissance de fait et de droit par les consulats qui s'ouvrent dans les provinces du Sud et de fait par les investissements qui arrivent dans la zone. Donc, aucun retour en arrière n'est possible. On ne peut qu'aller de l'avant. C'est une situation qui va conduire à ruiner les caisses du régime d'en face parce que le Polisario devient un fardeau financier et moral pour lui. Maintenant, il ne faut pas penser que le Maroc laisse les bras croisés face à toute tentative de déstabilisation de la région. Il l'a montré à Galgarat et hier il a mis en garde et je pense que quand le Maroc met en garde une seule fois, la deuxième fois il agit. Et le Polisario et l'Algérie ont intérêt à bien être attentif à ce dernier avertissement.
Alors si le front du Polisario entrave le travail de la MINURSO, en parallèle, la coopération est très bonne entre les forces marocaines et la mission. Qu'en pensez-vous, professeur Seymi, justement, du rapport du secrétaire général de l'ONU sur ce point? Écoutez, ce qui est important dans ce rapport, c'est essentiellement tout ce qu'on a dit évidemment sur la négociation et le reste. C'est deux points qui ont été mis en relief de manière particulière. Le premier, c'est la demande pressante du Conseil de sécurité adressée à l'Algérie pour le recensement des populations qui sont dans les camps de Tindouf. Tout de même, c'est une situation invraisemblable d'un pays qui a des populations dans son territoire, le Tindouf c'est le territoire algérien, et qui les présente comme des réfugiés, qui n'accepte pas que le Haut-Commissariat onusien des droits de l'homme, dont le siège est à Genève, vienne sur place, sur la base des conventions internationales, identifier ces réfugiés et leur donner un statut. Quel est l'intérêt du recensement et de l'identification? C'est qu'ils ont un statut de réfugié qui donne donc un certain nombre d'avantages, la possibilité d'avoir une identité, la possibilité de choisir le pays de destination, soit rester, soit aller ailleurs, etc. Donc il y a là un procès qui doit être fait à l'Algérie et de manière continue, sur la base précisément des appels du Conseil de sécurité depuis des dizaines d'années, et en particulier dans les résolutions depuis 7 ans, pour qu'il y ait un recensement. Premier point. Deuxième point, pour répondre à votre question plus précisément, voilà un mouvement séparatiste qui a inscrit son action dans le cadre prétendument des résolutions du Conseil de sécurité et qui, depuis 2 ans, multiplie les entraves et les obstructions pour que la MINURSO, qui est une mission onusienne de maintien de la paix, puisse exercer ses attributions. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des entraves, des obstructions, des difficultés logistiques pour l'eau, l'alimentation, les pièces de rechange, etc. Donc tout ça est de nature non seulement à nuire à l'efficacité de la MINURSO, qui a un mandat de surveillance et de contrôle, mais c'est également de nature à créer une situation tout à fait inacceptable pour le Conseil de sécurité. Alors que le Maroc se distingue toujours par une bonne politique, c'est la tradition diplomatique marocaine, une bonne politique donc de coopération avec les Nations Unies. D'ailleurs, c'est attesté par l'hommage qui est rendu et par le secrétaire général de l'ONU dans son rapport et par la présente résolution, pour la bonne coopération qu'il y a entre les instances marocaines des droits de l'homme, le CNDH et les 2 antennes qu'il a dans les provinces sahariennes, avec les organismes spécialisés donc des droits de l'homme qui sont à Genève. Tout ça pour dire que nous en sommes là, et il y a donc une situation qui ne peut pas perdurer, et si d'aventure le mouvement séparatiste persistait dans les entraves, les obstructions à l'action de la MINURSO, c'est une situation nouvelle qui serait créée et qui pourrait préoccuper le Conseil de sécurité. Comment? C'est-à-dire en mettant en garde le mouvement séparatiste, et à la limite, c'est une hypothèse qui n'est pas simplement théorique, c'est que devant l'incapacité de la MINURSO d'exercer sa mission, le Conseil de sécurité décide de mettre fin au mandat de la MINURSO. C'est une mission qui est en place depuis 1991, vous le savez, qui coûte 62-63 millions de dollars par an, dont au moment où les Nations Unies ont besoin d'argent, il y aura une interrogation sur l'efficience de cette MINURSO qui n'arrive pas sur place à exercer sa mission. Ça veut dire aussi que si la MINURSO se retire, et c'est une option qui a été examinée par notre ambassadeur Omar Hillel, et c'est une situation nouvelle qui se créerait, le Maroc serait en droit à ce moment-là, d'en tirer toutes les conséquences les plus opérationnelles et d'assurer la sécurité de son territoire national à l'est des murs, et donc là où il y avait une mission et une compétence de la MINURSO. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors en parallèle des entraves faites au travail de la MINURSO, une autre préoccupation du Conseil de sécurité est l'acheminement des aides humanitaires vers les camps
Professeur Zakaria Boudaheb, plusieurs rapports internationaux d'ONG internationales confirment le détournement systématique des aides humanitaires vers les camps. Que faites-vous quelle lecture pouvons-nous faire de cette entrave? C'est-à-dire, la question, c'est non seulement le détournement des aides humanitaires, qu'elles soient alimentaires ou autres, qui inquiète la communauté internationale, mais également, probablement et potentiellement, l'utilisation ou leur utilisation à des fins criminelles, parce qu'aujourd'hui, il est avéré que le séparatisme produit le terrorisme. Le terrorisme est connecté ou est lié au crime transnational organisé. Des problématiques aujourd'hui comme l'immigration irrégulière, qui concerne aussi, si vous voulez, plusieurs pays subsahariens, n'aurait été possible sans le délitement d'abord d'un certain nombre de pays, en particulier la Libye, mais également la présence de foyers potentiels de production justement de ce genre de problématiques et de phénomènes de déstabilisation. Vous voyez, il faut donc d'abord que la communauté, à mon sens, assume ses responsabilités par rapport à ces questions. Cela est lié au travail mené par le Haut-Commissariat aux réfugiés, parce qu'il doit d'abord être libre pour s'enquêter et s'enquérir de la situation de près, parce que les camps de Polisario sont très fermés, si vous voulez. Et deuxièmement, la responsabilité de protéger, à mon sens, aurait pu être activée. Les étudiants en droit international le savent très bien. C'est l'intervention de la communauté internationale lorsqu'il y a une situation de non-droit et lorsque les populations sont exposées à des risques majeurs. Il faut donc, à mon avis, aujourd'hui, au-delà des déclarations sur des détournements de ce genre, prévenir une déflagration de la situation. Aujourd'hui, c'est intenable avec notamment le dérèglement climatique, parce qu'il y aura des changements et des impacts sur le plan géopolitique. Et à ce moment-là, il faut dire, comme ça a été dit par les professeurs, il faut peut-être que nous changions de fusil d'épaule. Il faut que le Conseil de sécurité ait aussi aujourd'hui le courage, parce qu'il y va de sa mission statutaire, telle que précisée dans la Charte des Nations Unies. C'est le gardien de la paix et de la sécurité internationale. Aujourd'hui, la paix est une et indivisible. La sécurité est aussi globale. Elle est économique, humaine, etc., etc. Il faut, aller dans ce sens-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça risque d'embraser la région et, au final, d'aboutir à des scénarios qui sont catastrophiques. Professeur Nabil Adil, le professeur Abou Daheb a évoqué le fait que les camps de Tindouf soient fermés aujourd'hui. Et le fait qu'ils soient fermés, n'est-ce pas grave qu'en 2022, des ONG internationales ne puissent pas accéder facilement aux camps pour voir justement s'il y a des violations de droits de l'homme, pour effectuer des recensements. N'est-ce pas ici une situation alarmante? Comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et si on n'a rien à se reprocher, on ne ferme pas les camps. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent derrière le mur de ce camp. Et d'ailleurs que tout le monde connaît l'embrigadement d'enfants, les pires exactions aux droits de l'homme, les tortures, les viols, les détournements de tout genre, et même les accointances avec des organisations terroristes comme ça a été rappelé par le professeur Boudaheb. Donc c'est un terreau fertile à ce genre de pratiques. Et aujourd'hui, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités, parce que ce qui se passe à Tindouf est un crime humanitaire. C'est un crime humanitaire qui ne peut pas rester sans punition. Donc aujourd'hui, le fait de ne pas donner à cette population au moins voix au chapitre, c'est-à-dire choisir sa propre destination, avoir une identité, avoir les rudiments d'une vie humaine décente, est inquiétant. Et aujourd'hui, cette situation peut potentiellement être très explosif, parce que si les gens des camps, et qui sont vraiment en minorité d'origine sahraoui, mais en majorité recueillis d'autres pays, nous allons vers une déstabilisation permanente de la région. Donc je pense que les organisations internationales doivent prendre le dossier en main. Ça dure depuis suffisamment longtemps pour qu'on s'en inquiète. Nous avons des populations entières pendant un demi-siècle qui sont détenues dans des conditions pour le moins inhumaines. Et aujourd'hui, ça fait partie de la mission du Conseil de sécurité de voir ce qui se passe dans ces camps, quitte à forcer la main à l'Algérie, qui doit respecter le droit international en la matière et qui doit laisser les organisations internationales recenser ces réfugiés et leur donner ce statut de réfugiés. Parce que les utiliser comme une carte de pression
aux yeux de la communauté internationale est tout simplement abject. Aujourd'hui, si le Polisario parle, c'est parce qu'il détient des dizaines de milliers de séquestrés, dont à peine moins d'un millier qui sont d'origine sahraoui, sur un document qui est sorti par l'Espagne, et c'est ce qui lui donne la possibilité de parler. Je rappelle que historiquement, ce sont des gens qui ont été enlevés de force des territoires du Sud pour être amassés dans des conditions inhumaines dans ces camps. Donc l'Algérie qui vient nous donner des leçons sur la défense des droits des peuples à l'autodétermination, commençait déjà par laisser les gens recenser les gens que vous avez sur place. Et je pense que l'Algérie ne le fera jamais pour une raison très simple, c'est que quand on lèvera le voile sur ce qui se passe à Tindouf, ça va être des sanctions de l'ordre du pénal, du crime de guerre qui se passe à ce niveau-là, et on va découvrir la supercherie, comme quoi il y aurait même pas 2000 personnes d'origine sahraoui, et que tout le reste, c'est un ramassis de personnes qui sont venues de tous les pays environnants, et que l'Algérie a maintenu dans des conditions inhumaines, avec l'espoir qu'un jour, elle leur donnerait un territoire. Ce n'est pas le cas, et ça ne sera jamais le cas, mais aujourd'hui, au moins que la communauté internationale se saisisse du dossier et fasse le travail qui est le sien. Professeur Zakaria Boudaheb, je reviens vers vous pour révéler le point sur le fait que plusieurs pays européens aujourd'hui soutiennent le plan d'autonomie présenté par le Maroc comme une solution réaliste, pragmatique et crédible. Mais l'attitude de la France n'est toujours pas claire. La France ne s'est toujours pas prononcée clairement. Comment décrire l'attitude de Paris ? Bon, la France hier a voté pour la résolution. Donc c'est déjà, si vous voulez, une consolidation de ses positions antérieures. Quand on s'approfondit et on lit les travaux et les discussions au sein, que ce soit la 4e commission qui dépend de l'Assemblée générale, c'est-à-dire liée à la décolonisation, également les débats au sein du Conseil de sécurité, la France n'est pas sortie du schéma traditionnel et classique, à partir surtout de 2007, consistant à apporter un soutien critique au plan marocain d'autonomie. Historiquement, comme vous le savez bien, la France a une certaine responsabilité, du moins morale, dans la situation actuelle. Ce n'est pas la peine de faire un peu de l'archéologie du savoir, comme disait Foucault, mais pensons aujourd'hui que la France s'inscrit tout simplement dans le paradigme du Conseil de sécurité. Si vous voulez, elle n'invente pas grand-chose, dans le sens où lui-même, le Conseil a qualifié l'initiative marocaine de sérieuse et crédible. On ne voit pas aujourd'hui une alternative ou une solution en dehors de ce plan. D'ailleurs, si on pousse un peu le raisonnement très loin et on voit ce qui a été confirmé dans le cadre du Conseil de sécurité, on voit d'abord qu'il y a corroboration de la démarche en termes de cadre du processus politique. Bon, ça a été dit d'emblée et c'était d'ailleurs la position officielle exprimée par le ministère des Affaires étrangères. La question de l'implication des pays du voisinage immédiat, la Mauritanie et l'Algérie. Évidemment, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les amis du Sahara, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Espagne. Et c'est important aujourd'hui de prendre en considération le changement d'attitude d'un pays qui était un peu dans une neutralité négative. Maintenant, il s'inscrit dans le cadre d'une neutralité positive. Donc, au final, pour répondre à votre question, je ne pense pas que la France puisse changer de paradigme par rapport à sa position et doit s'inscrire dans une logique médiane. On le sait, rapprochement, oui, avec l'Algérie dictée par une conjoncture géoéconomique et géopolitique, mais en même temps, jamais délier le lien historique profond, enraciné avec le Royaume du Maroc. Alors, à présent, nous allons faire un tour de table pour dire plus ou moins, pour évoquer quelles sont les prochaines étapes dans ce plan de résolution. Et je commence par vous, professeur Sehimi. Quelle est la prochaine étape pour résoudre ce conflit artificiel ? Je voudrais... Les étapes, c'est d'abord les problèmes sur la table. Bien, premier problème, c'est la relance du processus. On va voir si ce processus va être lancé, c'est-à-dire la fixation d'une 3e table ronde, et on sera fixé dans les prochains mois, dès lors que l'émissaire personnel Staffan de Mistura aura fait une visite dans la région. Deuxième dossier sur la table, le problème du recensement des populations dans les camps Tindouf
avec cette connexion sur la situation alimentaire de ces mêmes populations. Il y a une grave crise alimentaire dans ces camps. Et par exemple, le Programme alimentaire mondial a réduit de 80% l'aide qu'il apportait à ces populations. Donc il y a là une situation qui est dramatique, malnutrition, problèmes médicaux, les enfants, etc., qui est de nature, me semble-t-il, à justifier à terme ce que l'on connaît en droit international, le droit international humanitaire. C'est-à-dire il va y avoir une situation d'urgence telle que la communauté internationale sera appelée donc à prendre un certain nombre de décisions pour des aides alimentaires d'urgence et partant donner des aides d'urgence à qui ? À des populations qui devront être identifiées. D'ailleurs, je note que la résolution fait référence précisément à la nécessité pour les agences onusiennes, je cite, d'appliquer les meilleures pratiques pour ce qui est de la distribution de l'aide. La référence est en fait évidemment au détournement, tout le monde sait. Troisième dossier, c'est le fait qu'il y ait donc une liberté totale de mouvement des éléments de la MINURSO conformément à des accords militaires qui avaient été signés en septembre 1991. Vous savez, il y a l'accord cessez-le-feu de septembre 1991 et il y avait des documents annexes précisément techniques sur les conditions de circulation donc des éléments de la MINURSO. Ça, c'est un problème qui va se poser à terme et très vite on saura si les entraves du mouvement séparatiste ou non vont être levées ou pas. Et là, la communauté internationale aura à prendre des décisions au niveau du Conseil de sécurité. Après tout, il peut y avoir des mesures d'urgence décidées par le Conseil de sécurité pour faire face à cette situation. Le prochain rendez-vous de l'instance onusienne qui est le Conseil de sécurité, c'est dans 6 mois, c'est en avril prochain. On aura le temps de voir venir. Mais bien évidemment, est-ce que cette situation en l'état va perdurer ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une volonté maintenant de la communauté internationale d'avancer, de progresser et, le cas échéant, de prendre des mesures de sanction. Nous allons à présent partir chez Nabil Adel, qui pourrait peut-être nous donner aussi également son avis sur les prochaines étapes pour la résolution de ce conflit. Brièvement. Et je pense qu'il y a deux processus parallèles. Le Maroc continue à changer la donne sur le terrain. Et ça, c'est un élément qui fera que tout retour en arrière sera impossible à travers les consulats qui s'ouvrent, à travers les investissements qui sont attirés dans la région, à travers la liaison en matière d'infrastructure, et notamment de l'autoroute Tiznit-Dakhla. Donc ça fera que tout retour en arrière serait impossible. Et c'est la meilleure manière d'agir, c'est de changer les choses sur le terrain. Donc, le deuxième élément, c'est d'observer la situation, parce que ce qui va se passer dans les prochains mois est intimement lié à ce qui se passe au Moyen-Orient. L'Iran passe par une période d'instabilité et cherchera certainement à exporter ses problèmes dans d'autres pays. On a vu, comme par hasard, des attentats de Daesh ressurgir en Iran. Ça montre qu'on va essayer d'évacuer le problème ailleurs. Et l'une des zones où on chercherait à évacuer ce problème serait éventuellement le Sahara. Donc, le Maroc doit rester vigilant. Donc ça c'est le deuxième élément du processus, c'est d'être vigilant sur toute tentative de déstabilisation ou de faire de cette région un terrain de règlement de compte de conflit au Moyen-Orient. Et je pense que, comme ça a été rappelé hier par l'ambassadeur Omar Hilaz, c'est une mise en garde qui part d'une analyse précise de la situation. Je pense qu'après le sommet arabe, l'agressivité va augmenter d'un cran puisque tous les ingrédients d'échec sont là. Et donc, ça ne fera que libérer l'agressivité de certaines parties. Donc, il faut s'attendre à ce que les 6 prochains mois soient riches en événements. Le Maroc doit rester vigilant sur cette partie, notamment la capacité à intervenir si jamais il y a une vacance dans le territoire. Et vous, professeur Aboudahab, que pensez-vous justement ? Quelles sont les prochaines étapes ? Moi, je vais le dire rapidement. Alors, le Conseil de sécurité dit qu'il faut chercher des solutions réalistes, pragmatiques et durables. Le plan marocain d'autonomie est une solution réaliste, pragmatique et durable. Qu'est-ce qui reste ? Fondé sur le compromis. Maintenant, il faut aller au-delà de l'existant et voir à l'intérieur des camps du Polisario
et il faut que l'Algérie se retire de toute influence s'il y a des voix de soutien précisément qui sont dans cette démarche de compromis. Sinon, les tables rondes vont être tout simplement un non-événement. Voilà ce que je peux dire de façon très résumée. Merci professeur Zakaria Boudahab pour vos précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Merci professeur Semi pour vos réponses. Je rappelle également que vous êtes professeur de droit et politologue. Et enfin, merci professeur Nabila Adil, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Merci pour cet échange fructueux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Questions d'actu. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Médien TV.